Erreur d'horaire de notre rapporteur, donc, qui va nous rejoindre. Voilà. Donc nous allons commencer ces auditions. Je vous remercie à toutes et tous d'être là. Nous reprenons donc aujourd'hui les travaux de notre mission d'information sur la souffrance psychique au travail, après la suspension parlementaire, en nous intéressant à ces victimes, à leur vécu et à la façon dont leur expérience peut éclairer notre réflexion. Bon ben voilà, elle n'était pas loin. Nous avons jusqu'à présent auditionné une sociologue du travail, Madame Danielle Linhart, et une psychanalyste, Madame Marie Peuzet, dont le réseau Souffrance et Travail a développé une expertise inégalée dans l'assistance aux personnes en souffrance professionnelle. La rapporteure a également conduit une série d'auditions d'experts, chercheurs, statisticiens et organismes de prévention pour affiner son diagnostic. Il était donc temps de recueillir la parole de celles et ceux qui ont traversé un burn-out et ont donc été les victimes de formes d'organisation du travail maltraitantes et souvent d'un management déficient. Nous recevons aujourd'hui des représentants de 4 associations qui accompagnent et représentent les victimes de l'épuisement professionnel. Pour l'association France Prévention La Suite, Madame Sylvie Brière, présidente, et Monsieur Andy Barret. Pour l'association Les Ailes de Soie, Madame Virginie Offroy-Guignard et Monsieur Olivier Forger, coprésident. Pour l'association Stop Burnout, Mesdames Margaret Barcouda, présidente, et Edith Galli, administratrice. Pour l'UNAFAM, l'Union nationale des familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques, Madame Emmanuelle Raymond, présidente, et Monsieur Jacques de Pesquidou, administrateur. Le constat d'une forte croissance de la souffrance psychique au travail ces dernières années est unanimement partagé et démontré par plusieurs études. Quelles en sont selon vous les causes ? Surtout, toutes les victimes se ressemblent-elles ? Notre mission s'interroge sur l'efficacité des mesures de prévention mises en place dans les entreprises. Malgré une réglementation robuste, la vigilance de la médecine du travail, l'action d'acteurs comme l'ANACT ou l'INRS, elles apparaissent le plus souvent défaillantes. Quel regard portez-vous sur la question ? Un autre de nos questionnements porte sur la prise en charge des victimes par le système sanitaire et le suivi dont elles bénéficient. Est-il à la hauteur des difficultés qu'elles rencontrent ? Les conditions de reconnaissance de l'épuisement professionnel en maladie professionnelle font aussi débat. Nous confirmez-vous que la procédure actuelle, hors tableau, s'apparente à un parcours du combattant ? Nous nous interrogeons enfin sur les conditions de la réinsertion professionnelle des victimes de burn-out. Comment, selon vous, pourrait-elle être facilitée ? Voici quelques-unes de mes interrogations qui sont partagées par mes collègues et auxquelles vous pourrez peut-être, chacun à votre façon, répondre. Je donne maintenant la parole à un représentant de chaque association pour une présentation liminaire d'environ 10 minutes, avant que notre rapporteur et nos collègues réagissent à vos interventions. Donc, en premier lieu, je vais donner la parole à Madame Sylvie Brière et Monsieur Andy Barret, respectivement président et membre de France Prévention La Suite. Vous appuyez là. C'est caché par le godet. Donc, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, bonjour et merci à vous pour vos invitations. Alors, France Prévention La Suite, je vous en prie. France Prévention La Suite prend la main sur le burn-out depuis plusieurs années, carrément plus de 10 ans, 15 ans. Donc, je vais vous donner le cadre de notre association qui a été créée en 2010 et nous sommes une association de loi 1901. Notre exercice est en général de faire de l'information sur les risques psychosociaux, mais on ne les appelle pas forcément directement risques psychosociaux.
Alors, donc, nous n'avons pas d'engagement politique. Nous sommes dans une situation civique, j'insiste, parce que c'est souvent un peu difficile de rester dans ce cadre. Et puis, nous avons déjà travaillé avec beaucoup d'élus. Parfois, nous venons vous chercher. Et en général, on essaye d'être agréable. Parce que, en fait, le but, c'est de faire de la prévention. Et en général, nous essayons d'avoir une pédagogie avant tout, qui installe plutôt des solutions. Et après avoir lancé une alerte ou carrément été faire une campagne. Donc les principales campagnes que j'ai menées à partir de 2011 sont sur la pédocriminalité. C'était la première, ce qui n'est pas si simple. On ne nommait pas ça comme ça. Et ensuite, le suicide, ça a été simultané. Donc, en fait, nous avons participé à rendre les numéros d'accueil et de secours visibles sur les réseaux. Et en fait, on est très présent sur les réseaux pour élaguer les fausses informations à ce jour. On en est à des fausses informations. À l'époque, il n'y avait pas d'informations du tout. Donc, on était un peu nouveau. Alors donc, notre financement est autofinancé. On n'a absolument fait aucun appel à des financements extérieurs, que ce soit des sociétés ou... voilà. On ne fait plus de demande d'adhésion. J'insiste sur le fait qu'on considère que nous sommes dans un profil de risque psychosocial, donc des gens atteints souvent par des difficultés assez âpres. Donc on continue quand même. Et donc, on n'a pas changé de sens, c'est toujours le même. On tient toujours le même discours. Donc, le discours principal, c'est l'information, la solidarité, le conseil. Et on estime qu'il est facile de donner un numéro de secours comme le 3114. Et on insiste à ce que ce soit un automatisme, et ça ne l'est toujours pas, même dans des associations répertoriées dans les risques psychosociaux à leur tour. Alors, on a aussi un petit souci depuis quelques années de cooptation sévère, dans le sens que des associations n'ont pas une capacité à être totalement libres de leurs actions, et on essaye aussi de nous proposer des déviations de notre sens premier. C'est pas trop facile, et ça donne le résultat de la désinformation que nous connaissons tous et sur laquelle on lutte également. Ces derniers temps, j'ai écrit plusieurs articles sur le sujet pour inciter à faire comprendre la transformation des mots, et surtout, après, la transformation des situations et des intentions. Donc, dans le registre de l'épuisement professionnel ou du harcèlement, on fait bien la distinction chez moi, en tout cas, entre les deux, et on met beaucoup de circonscription, comment on dit, de prudence, on va dire, de prudence dans les termes qu'on va utiliser auprès de vous, parce que entre un harcèlement et un épuisement professionnel, il peut y avoir un grand delta. Donc le harcèlement est une intention de nuire à l'autre, alors que l'épuisement professionnel peut être lié qu'à la tâche et à son incapacité à la réaliser, à la transformation du poste de travail, au vieillissement du travailleur. Il y a beaucoup de circonstances que vous connaissez déjà qui empêchent un travailleur d'exécuter sa tâche. Donc on distingue l'intention négative, qui est vraiment un risque psychosocial, et l'intention du travailleur de continuer à travailler, mais qui ne peut pas assumer sa tâche. Donc on assiste souvent à des gens qui arrivent en panique, qui ont beaucoup de mal à s'orienter, qui ne déterminent pas leur situation, qui ne savent pas s'expliquer sur leur ressenti. C'est quasi chronique sur
un épuisement déjà bien enclenché, qui n'a pas été maîtrisé, qui n'a pas été relevé, ou qui a tenté de s'expliquer, mais en réalité, l'épuisé, lui, il arrive généralement à s'exprimer quand c'est dû trop tard. C'est assez chronique comme situation. Et donc, nous, en tant qu'association, on a toujours médité, entre guillemets, sur le fait de faire de la prévention. Et on détermine que la prévention aujourd'hui, enfin on la cherche. Voilà, on va dire ça comme ça. Je suis très optimiste, donc je pense qu'on trouvera des solutions, puisque vous nous invitez, c'est pour les mettre en place. Et même, on pense que ça ne va pas encore être très court à réaliser, mais la bienveillance veut que chacun de nous va s'expliquer pour pouvoir faire enclencher un processus concret. Et la prévention, elle passe par le fait que tout le monde doit se mêler de quelque chose, mais en étant toujours très discret et bienveillant. Dans le cadre d'un épuisement concret par la tâche, que ce soit psychique ou physique, et la détermination des deux éléments est très difficile parfois, on ne sait pas lequel des deux a commencé. Est-ce que ça se met en place avec de la bienveillance par rapport au salarié qui, lui, sa première crainte, sa première idée est de perdre son emploi. On a quasi 90% des personnes que j'ai auditionnées au fil du temps et que M. Barré a, lui, dans son expérience aussi entendu, le problème de l'emploi qui donc va encourager à cacher la situation. Et donc, il y a une autre chose qui encourage à cacher la situation, c'est que la personne qui est généralement battante, un profil battant, investi dans le travail, ou ne voulant pas faire défaut, enfin quelque chose qui est dans la sincérité assez profonde, c'est un engagement et il ne peut pas se désengager. La troisième, c'est de médicaliser une relation au travail. Pourquoi je vais chez le docteur? Parce que je travaille. Cette disproportion c'est de la santé mentale dont je parle là, parce que la personne était vaillante, se disait avoir une carrière et finalement, dans son expression concrète et quotidienne, elle voit qu'elle dépérit, qu'elle n'assume pas, et elle se dit il va falloir que j'aille le dire à un médecin. Alors, si c'est le médecin de famille, c'est pas plus simple qu'un médecin inconnu. Et ensuite, il y a aussi une espèce de nébuleuse de déni où je ne sais pas trop, les psychiatres donnent des noms plus précis que les miens, à savoir que la personne dit je ne suis pas malade. C'est catégorique, quasiment. Hein. Quand il dit qu'il est malade, c'est que c'est trop tard, là aussi. Donc, les prémices d'un épuisement sont toujours la fatigabilité, l'irritation, des conduites addictives, des refus de prendre une pause, des justifications qui sont bizarres. Il y a toute une panoplie. Et cette panoplie de comportements, de postures, c'est très reconnaissable même par des gens qui ne sont pas spécialistes. Aujourd'hui, on a un petit peu avancé parce que les gens en santé mentale commencent à s'intéresser au sujet et les collègues, s'ils sont bienveillants, vont chercher des solutions. Là où on est un peu embêté, c'est que si on avertit le N+1, ça passe pas souvent la barrière du N+2. Ça doit tenir. Il faut fournir de la cadence, il faut fournir un travail, et puis on tire sur la corde. Alors comme des deux côtés, ça tire sur la corde, le salarié, lui, décrochera totalement alors son état relationnel, il est souvent quand même un peu difficile, autant envers lui qu'avec les autres, mais là où il est le plus dangereux, c'est vis-à-vis de lui-même. Donc, si on voit un salarié qui commence à ne plus manger, ni aller prendre sa pause, aller simplement dans des fonctions naturelles, s'il fait plus de break de tout ça, s'il veut toujours rester plus tard, etc., c'est déjà un salarié, soit il fait de l'excès de zèle et là, il n'est pas fatigué, il est content, mais il peut aussi être dans un circuit de vouloir garder son travail à tout prix, quoi. Bon, ça, on a des exemples, je crois que c'est quasi tous les exemples, c'est ça? Oui. Hein.
Nous, ce qu'on rencontre, c'est ça. Alors, il y a plusieurs professions impactées. J'ai une petite liste. Il y a je serai plus longue certainement par un PDF pour vous, parce que j'ai une petite liste de métiers manuels en BTP, agents affiliés aux soins à la personne, les soignants, les enseignants, les agriculteurs, éleveurs, maraîchers, les politiciens et les délégués syndicaux, les entrepreneurs sans délégation, les métiers ubérisés, comme un chauffeur de taxi, un chauffeur routier à son compte, les sportifs, les personnes travaillant dans la finance. Et puis en fait, au final, on a une liste qui maintenant s'est étendue totalement. Et on ne sait même plus parfois où est le privé et le professionnel. Et ça, c'est plus embêtant pour déterminer une cause, enfin une maladie professionnelle. Ensuite, est-ce qu'on a des événements extérieurs qui jouent dans la situation? Oui, évidemment. Moi, j'ai relevé qu'au fil du temps, dans les 15 dernières années, au fil du temps, chaque fois, on me rajoute des choses du genre il y a la guerre, il y a l'électricité augmente. Enfin, c'est chacun son rapport à la vie courante. Il faut que j'aille chercher ma fille, et puis j'ai l'autre qui est là-bas. Et vous voyez, il y a une espèce de... Alors moi, ce que j'entends dans la part de ces gens qui ont témoigné, c'est que c'est un peu en vrac. Et c'est assez représentatif de la personne désorientée, parce que la désorientation est un grand problème chez la personne épuisée, qui s'épuise et qui devient gravement malade. Et puis, en général, j'assiste énormément sur le phénomène suicidaire, qui est dramatique parce que il n'y a pas d'avertissement souvent. Et ça, c'est plutôt difficile à vivre, hein, c'est incompatible, quoi. Et donc, on a d'un seul coup une famille qui allait bien et qui s'éclate d'elle-même parce qu'un père de famille ou une mère de famille... et alors... je vais rajouter des choses qui sont désagréables, mais les modes de suicide sont assez gores, comme on dit vulgairement. Hein. Ils sont souvent très inventifs. Hein. Alors donc, on a un effet de répercussion sur les secours, sur les familles, sur les enfants. Et ça, c'est quand même extrêmement important. Je vous en prie. Je vous en prie. On ne se rend pas très bien compte, vous inquiétez pas. Voilà. Donc ensuite, je vais... Ah, pardon. Oui. Je vais passer la parole à l'association Les Ailes de Soie, Madame Virginie Offroy-Guignard et Monsieur Olivier Forger. Oui. Merci, en tout cas, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs. Merci de nous recevoir, en tout cas aujourd'hui. Nous, on est plutôt fiers de venir partager notre expérience de terrain. Nous sommes une association loi 1901, créée il y a à peine 1 an et demi. Nous exerçons sur le territoire de la communauté urbaine de Grand Poitiers. Nous avons aujourd'hui une quinzaine de bénévoles investis auprès de nous, que ce soit des pairs d'expérience, nous appelons comme ça voilà. C'est plutôt assez joli. Des personnes qui sont effectivement en sortie de situation de burn-out, des experts professionnels, anciens managers, anciens psychologues du travail, comme mon collègue qui s'est joint à moi aujourd'hui, Olivier. On a une 60aine aujourd'hui déjà de bénéficiaires, après à peine 1 an et demi d'exercice, et une dizaine de professionnels aussi auprès de nous, avec une approche plutôt pluridisciplinaire. Nous exerçons à travers il y a 4 verbes d'action importants pour nous et qui sont un peu notre fil d'Ariane. À la fois, nous procédons à un travail autour de la prévention, nous orientons, nous créons les conditions pour partager et accompagner les bénéficiaires qui intègrent l'association. Nous avons un tout petit budget. À ce jour, nous n'avons pas de financement extérieur. Nous avons eu quelques mécénats, un budget de 1 500 € environ. D'où, effectivement, en tout cas, on a le sentiment d'être assez fiers d'être là aujourd'hui.
Et ce qu'on a constaté, et la dernière enquête de l'empreinte humaine de 2024 le dit, c'est 1 salarié sur 2 qui serait en souffrance psychique au travail. Derrière ces chiffres, finalement, il y a des parcours plutôt invisibles qui conduisent parfois jusqu'à l'épuisement et l'effondrement total. Un jour, vous vous retrouvez à l'arrêt, tel que j'ai pu l'être. Vous vous sentez littéralement vidé. Vos capacités cognitives s'effondrent. Lire, vous concentrer, parfois même vous lever, deviennent impossibles pendant des mois. Vous pleurez chaque jour. Vous vous sentez dans l'incapacité de vous relever. Vous vous sentez perdu face aux démarches administratives que vous connaissez mal et que vous parvenez à peine à réaliser tant vous êtes épuisé. Vous vous sentez seul, car votre médecin ne met pas les mots sur ce qui vous arrive. Vous voyez inscrit sur votre arrêt de travail « anxio-dépression ». Alors qu'au fond, vous vous sentez bien en vie, que la vie est toujours là, mais que le rapport au travail, c'est ce qui a été, en tout cas, qui vous a conduit là. Vous vous sentez parfois mis à distance par votre entreprise, comme si vous étiez devenu un problème. On se dépêche éventuellement de vous proposer une rupture conventionnelle. Et peu à peu, vous vous sentez coupable de ne pas aller mieux, malgré les professionnels que vous rencontrez. Vous finissez par penser que le problème, c'est vous. Vous vous sentez incompris, voire culpabilisé, par votre entourage, par les institutions, alors même que vous ne voulez qu'une chose, reprendre le travail. Mais la reconstruction est longue, complexe, coûteuse et souvent insuffisamment accompagnée. C'est cette réalité, en tout cas, que nous, associations, nous tentons d'accompagner au quotidien. Chaque jour, nous rencontrons des personnes en situation d'épuisement, souvent perdues, isolées, sans repère. Nous ne prétendons pas remplacer les dispositifs existants, mais nous jouons un rôle essentiel de trait d'union, de facilitateur. Concrètement, donc, nous orientons vers des professionnels identifiés, formés à la souffrance au travail, que nous avons pu nous-mêmes rencontrer et sélectionner. Nous orientons également vers des espaces relais reconnus, CHR, médecine du travail, assistants sociaux. Nous accueillons la parole et rompons l'isolement à travers, bien sûr, des groupes de travail, des groupes de parole, des permanences. Et nous accompagnons dans la durée sur des parcours pluridisciplinaires et articulés entre du collectif, de l'individuel, entre de la paire aidance et l'appui de professionnels. Nous proposons des espaces collectifs pour comprendre ce qui nous arrive, mais aussi se reconstruire, se resociabiliser et reprendre confiance à travers l'action bénévole. Nous observons que, malgré la diversité des situations, les difficultés rencontrées sont récurrentes. Problèmes de connaissance, de compréhension de ce qu'est le burn-out, problèmes de manque de soutien, de lisibilité, de coordination et de reconnaissance. C'est à partir de cette expérience que nous souhaitions vous partager aujourd'hui 5 axes prioritaires que nous avions principalement envie de relayer. L'enjeu, en tout cas, pour nous, est essentiel de mieux reconnaître et accompagner le burn-out. Le burn-out nécessite du temps et un accompagnement adapté. Aujourd'hui, les parcours restent fragmentés, peu lisibles et insuffisamment coordonnés. S'ajoute à cela une reconnaissance en maladie professionnelle, vous l'avez dit, complexe, longue et incertaine, et qui souvent invisibilise des situations pourtant liées au travail. Pour cela, on soutient en tout cas la nécessité de renforcer la médecine du travail et ses moyens, de mieux former les professionnels également de santé et de développer de véritables parcours pluridisciplinaires et coordonnés. Effectivement, sur cette dernière mesure, rendre les parcours lisibles et accessibles, parce que trop de personnes ne savent pas vers qui se tourner. Et il est essentiel, selon nous, d'avoir une approche globale et pluridisciplinaire, aussi bien physique, physiologique, psychologique, relationnelle, professionnelle, voire juridique. Et d'ailleurs, de commencer par l'approche physique avant de l'orientation psychologique.
Et il est également nécessaire, effectivement, pour nous, en tout cas, de structurer des parcours clairs, coordonnés et financés, qui permettent de sécuriser des trajectoires et de réduire les ruptures. La troisième proposition pour nous importante, c'est bien sûr de s'appuyer sur les associations et l'expérience de terrain. Les associations que nous représentons, malheureusement, nous tentons en tout cas de compenser parfois des manques. Mais nous permettons d'intervenir tôt, de prévenir l'aggravation des situations et de proposer des réponses concrètes. Nous permettons aux personnes aussi de se relier à leurs pairs, P-A-I-R-S, apportant reconnaissance, sécurité et apaisement face à l'isolement et l'incompréhension. Cette expérience sensible devient également un outil et un atout pour nous, selon nous, pour les entreprises et les organisations. Pourtant, nous restons insuffisamment soutenus financièrement. Notre quatrième proposition, c'est agir sur les organisations du travail. Cessons la psychologisation individuelle. Le burn-out est souvent lié à des signaux non pris en charge, à une intensification de travail excessive, des conflits éthiques, des pratiques de management délétères et une dégradation de la qualité de vie au travail. La prévention passe par une réelle transformation des organisations. Et enfin, notre dernière proposition, faire de la prévention une réalité, qu'elle soit primaire, bien sûr, secondaire ou tertiaire. Les outils existent, mais ils restent trop souvent formels et peu intégrés dans les pratiques d'entreprise. Il est nécessaire de passer d'une logique de conformité à une culture de la prévention qui s'intègre effectivement dans les politiques RH et managériales. Donc, à travers ces 5 propositions, mieux reconnaître et accompagner le burn-out, s'appuyer sur les acteurs, favoriser la mise en œuvre de parcours libres, agir sur le travail et renforcer la prévention. Il nous semble, en tout cas, qu'il y a des enjeux majeurs sur ces 5 domaines. Mais au fond, la question, en tout cas nous qui nous taraude, c'est combien de personnes devront encore s'effondrer et errer sans que ces réalités soient pleinement prises en compte. Nous parlons ici de santé, mais aussi de travail, de dignité et de trajectoire de vie brisée. Je vous remercie. Donc ensuite, je donne la parole à l'association Stop Burnout, mesdames Margaret Barcuda et Edith Galli. Je vous remercie de votre invitation. Donc il est vrai que Edith Galli, dans l'association, fait de la recherche. Je ne commencerai pas par elle, mais je la présente rapidement. Donc l'association Stop Burnout agit depuis 11 ans. 11 ans d'existence, donc nous avons une certaine expérience, je dirais, d'accueil, et on a décidé d'être une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a des professionnels de santé, des médecins, des psychiatres, qui connaissent la santé mentale au travail. On a des psychologues. Moi-même, je suis psychothérapeute et psychoanalyste. Grâce donc à cette équipe de pluridisciplinaire, nous avons donc des experts de l'accompagnement, ainsi que des coachs, des médecins coachs, et on a un pôle d'avocats, qui est très important, puisqu'on s'occupe des salariés, des agriculteurs, des chefs d'entreprise en difficulté. Et s'ils sont en difficulté, bien évidemment, leurs collaborateurs seront eux-mêmes aussi en difficulté. Donc, on agit avec toutes ces personnes et nous développons des actions de prévention, des soutiens de sensibilisation auprès des publics exposés, donc les salariés en priorité aussi, et aussi les agriculteurs. En lien avec la recherche en santé mentale menée avec l'ARS, puisque l'ARS nous subventionne, et l'ARS
nous confie des groupes de travaux pour la santé mentale. Et nous travaillons avec les chercheurs de l'Université de Nice-Côte d'Azur. L'association s'appuie aussi sur des outils et d'évaluation issus aussi de la recherche en santé mentale que Madame Edith Galli vous exposera, notamment sur son outil de mesure. Donc nous avons un engagement de terrain, d'expertise, clinique et de recherche scientifique. Alors, notre association est fondée sur une approche globale et profondément humaine. Stop Burnout œuvre pour accompagner les personnes en situation d'épuisement professionnel ou en perte de sens, s'appuyant sur un travail en transversalité avec le réseau d'experts. Nous avons dans notre association, et j'ai oublié de vous dire, et c'est très important, nous avons des coachs, bien évidemment, mais nous avons des personnes qui font des bilans de compétences et nous avons un pôle recrutement. Parce que si on ne montre pas un petit point d'horizon aux personnes atteintes de burn-out, elles ne peuvent pas espérer s'en sortir comme ça, parce qu'elles ont peur de perdre leur travail, et très souvent, ils ne veulent plus retourner dans leur travail, les gens atteints de burn-out. Donc, notre accompagnement débute par un accueil bienveillant. Lorsque cela est nécessaire, nous orientons la personne vers un psychiatre que nous connaissons. Si elle en a un, on lui laisse son psychiatre. Si tout va bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, afin de sécuriser son parcours et de poser aussi un cadre thérapeutique adapté. La personne est donc accompagnée par un psychothérapeute, un psychologue, dans un espace dédié à l'écoute, à la compréhension, à l'éveil de soi. Ce temps permet un travail en profondeur, favorisant la prise de conscience, la reconstruction et la clarification des besoins. Alors, il arrive aussi que la personne exprime le souhait de ne plus retourner dans son entreprise, de ne plus pouvoir supporter, regarder l'enseigne de l'entreprise. C'est l'origine de son burn-out. Donc, elle ne s'y sent plus alignée. Elle n'y a plus sa juste place. Parce qu'aussi, il faut savoir que quand on fait un burn-out, souvent ce sont les gens qui aiment le travail plus que tout, mais qui ne sont pas forcément à leur place. Voilà, vient alors le temps du coaching, orienté vers la projection, la restauration de la confiance et l'élaboration d'un nouveau projet professionnel. Ce travail est complété lorsque cela s'avère nécessaire d'un bilan de compétences permettant d'identifier les talents parce que tout le monde a du talent, et les ressources, les aspirations profondes, le cas échéant, d'orienter vers une formation adaptée et leur rendre surtout confiance. C'est durant les thérapies. Enfin, grâce à notre pôle recrutement, nous accompagnons la personne dans la concrétisation d'un nouveau projet. Soit il veut créer une entreprise, soit il veut retourner dans un autre emploi, donc on l'aide. Soit il a donc des aspirations profondes, et donc nous l'orientons bien évidemment, et on met en place, on le met en lien avec des personnes qui, en fait, peuvent être... et des formations qui peuvent être en cohérence, excusez-moi, avec leur parcours, leurs valeurs et leur équilibre. Ainsi, l'association Stop Burnout propose, bien sûr, un parcours sécurisé. Je voulais vous parler aussi des avocats que nous avons. Nous avons des avocats, et nous avons surtout un avocat en droit de la santé. Et cet avocat en droit de la santé, bien évidemment, on incite certaines personnes à aller vers la maladie professionnelle. Il faut voir dans quel état on les accueille. Donc, on les aide à faire cette demande. Même l'avocat en droit de la santé fait les lettres, bien chargé avec des documents, les documents annexes, etc. Ça part à la Sécu, ça part à Marseille pour nous. Et lorsque ça passe en commission, 4 mois après, quelquefois, c'est refusé. Donc, il y a contestation. Et
on aide à faire la contestation auprès de la CPAM, et ensuite vient le temps d'une procédure que l'avocat du droit de la santé dépose au tribunal administratif. Et là, c'est le juge qui tranche. Et il y a des reconnaissances à ce titre-là. Voilà. Donc ça, c'est notre nouvelle façon d'aborder et d'aider les patients qui sont en burn-out. Et au moins, pour eux, ça ressemble à une justice. Pour eux, c'est une justice. C'est rendre justice à la personne qui souffre. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Edith de façon à ce qu'elle puisse présenter son outil de recherche. Oui, bonjour et merci de nous accueillir aujourd'hui. Alors moi je suis effectivement à l'association Stop Burnout et que j'ai rejoint il y a 2 ans un petit peu par hasard. On s'est retrouvés avec Margaret en fait dans une réunion sur la santé mentale, parce qu'il se trouve que je suis enseignant-chercheur à l'Université Côte d'Azur et donc je travaille sur le burn-out moi dans le cadre de mes recherches depuis déjà de nombreuses années, et en particulier j'aborde les choses sous l'angle de la charge mentale, et il se trouve que j'ai développé un outil d'identification en fait des facteurs dans les situations de travail qui peuvent conduire à moyen terme, on va dire, à des burn-out. Et c'est dans ce cadre-là que j'œuvre dans l'association, puisque du coup, l'association déploie cet outil sur le terrain pour faire de la prévention, pour que les entreprises qui veulent avoir des actions de prévention puissent poser des diagnostics sur les situations de travail qui sont vécues par leurs salariés. Et donc envisager des pistes d'action en amont pour justement éviter en fait que les situations deviennent trop critiques et puissent engendrer une souffrance au travail. Voilà, donc il y a déjà plusieurs personnes dans l'association qui sont formées à l'usage de cette échelle, puisque voilà, il faut savoir un petit peu, c'est pas simplement voilà, des additions de scores, il faut comprendre un petit peu ce que représentent les facteurs, être en mesure de les mettre en correspondance pour comprendre ce que vit réellement la personne, parce que comme dans n'importe quelle situation au travail, il existe des facteurs qui sont délétères, bien évidemment, c'est souvent de ces facteurs-là qu'on parle, mais il existe aussi des facteurs protecteurs, et donc il est bon de les identifier aussi pour de la prévention, histoire de s'appuyer sur ces facteurs protecteurs, voire de les développer pour faire en sorte d'améliorer les situations de travail voilà, en amont. Donc voilà, c'est le travail qu'on s'applique à faire, et je dois dire que voilà, pour moi, après des années de recherche, se dire que les éléments et les connaissances scientifiques que l'on a développées, que ça puisse servir à la société civile et à faire avancer les choses, voilà. C'est plutôt une satisfaction professionnelle. Merci, merci. De toute façon, je pense qu'on reviendra après avec les questions sur... Je rajouterai quelque chose, c'est qu'en fait, Edith, actuellement, est en train de travailler sur l'outil de mesure pour les agriculteurs. D'accord. Voilà. Je pense qu'on y reviendra dessus. Merci beaucoup. Et donc, maintenant, la parole à l'UNAFAM. Venez vous positionner là, madame. Ah, oui, devant. Oui. En général, c'est pas à gauche. Merci. Donc, merci de nous donner la parole dans cette mission d'information consacrée à la souffrance psychique au travail. Alors, l'UNAFAM, nous sommes une association familiale de loi 1901. Nous avons été créés en 1963. Nous sommes reconnus d'utilité publique depuis 1968.
Nous sommes habilités à représenter les usagers dans les établissements sanitaires, psychiatriques et médico-sociaux depuis 2008. Nous comptons 16 500 adhérents. Mais nous avons 354 lieux d'accueil partout en France métropolitaine, outre-mer également, pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, hélas, mais à l'île de la Réunion, en Guadeloupe, en Martinique. Nous sommes organisés en 113 délégations départementales et régionales. Nous avons un site internet, une ligne d'écoute anonyme et gratuite tenue par des psychologues cliniciens, une soixantaine de salariés et surtout 2000 bénévoles formés pour leur mission, tous confrontés à la maladie psychique d'un proche ou ayant eux-mêmes un parcours de soins en psychiatrie. L'UNAFAM, de ce fait, est en lien chaque année avec plus de 55 000 familles confrontées à la maladie d'un proche, et ces familles deviennent ainsi des aidants. Ce chiffre important reflète la vigueur de notre association, comme la fréquence des maladies psychiques. On peut ici rappeler que 20% de la population sera dans sa vie confrontée à un problème de santé mentale. Parmi eux, 5% ont une maladie chronique, soit près de 3,5 millions de personnes. Face à ces situations qui causent bien du désarroi, voire de la détresse dans les familles, la mission de l'UNAFAM, énoncée dans ses statuts depuis les origines, c'est de défendre les intérêts communs des familles et des usagers de la psychiatrie. En découlent plusieurs missions. Tout d'abord, l'aide aux aidants, car l'expérience de l'UNAFAM, étayée par des données scientifiques probantes, c'est qu'aider les aidants, c'est permettre à toute la famille d'aller mieux, aidants comme aidés. Pour cette raison, nous avons plus de 450 groupes de parole dans nos délégations départementales et organisons de nombreuses formations dédiées aux aidants, gratuites et soutenues par la CNSA. En 2025, plus de 10 000 personnes ont ainsi été formées. Ces groupes de parole, comme ces formations, sont modérés et animés par un binôme père aidant, expert du vécu, et un psychologue. Une autre mission, tout aussi importante, est pour nous le respect des droits et de la dignité des personnes confrontées à un problème de santé mentale. Ces droits tels qu'ils sont énoncés dans le préambule de la Constitution et dans la Charte sociale européenne ratifiée par la France en 1999. Parmi eux, l'emploi. L'UNAFAM défend et promeut l'accès à l'emploi, car l'accès à une activité professionnelle est un véritable tremplin pour permettre aux personnes concernées par une maladie psychique au long cours d'avoir une vie plus épanouie, à condition qu'ils soient bien accompagnés, évidemment. Dans notre baromètre que nous avons publié en 2023, 72% des répondants déclarent que leur proche a déjà eu l'occasion de travailler. Cependant, ils ne sont que 21% à avoir un travail, que ce soit en milieu ordinaire, en entreprise adaptée ou en entreprise en atelier protégé en ESAT. Ce différentiel très important, 72% versus 21%, révèle que la problématique n'est pas seulement pour les personnes qui ont un problème de santé mentale, celle de l'accès à l'emploi, mais davantage celle du maintien dans l'emploi. Seulement 44% sont en poste depuis plus de 5 ans. C'est une véritable désinsertion de l'emploi qui se produit. Les personnes n'étant pas accompagnées souffrent de burn-out, en plus de la maladie psychique, se désinsèrent ensuite de l'emploi, faute d'accompagnement et d'encouragement, sont éligibles à la reconnaissance de travailleurs handicapés et à l'obtention de l'allocation adulte handicapé, ce qui produit un coût social et personnel, car elles ont tout un désir d'accéder au travail. Dans notre enquête, c'est le premier droit qui, pour elles, n'est pas respecté, c'est le droit à un emploi. Donc c'est pour nous une question tout à fait fondamentale, mais qui concerne également les aidants, car les aidants, en tant qu'aidants familiaux et ayant une vie professionnelle, sont aussi confrontés à des risques de burn-out. Je vais laisser la parole à mon collègue administrateur et spécialiste dans l'UNAFAM, pilote du groupe national sur l'emploi. Oui, merci Emmanuel. Je voudrais vous faire part très rapidement
déjà d'un premier chiffre qui vient d'un baromètre de Malakoff Humanis de 2025, les causes de la dégradation de la santé mentale liées à la sphère professionnelle ou personnelle. Donc 26% des personnes répondent que c'est strictement pour des raisons professionnelles, qu'elles ont une surcharge ou une dégradation de leur santé mentale. 32% des raisons tant professionnelles que personnelles. Et enfin 35% des raisons strictement personnelles. Donc on voit que le côté professionnel et personnel est très souvent lié, 32%. Et c'est là que on évoquait donc notre rôle vis-à-vis des aidants familiaux qui sont pour la plupart nos bénévoles. Un premier point. Un autre point, c'est que les troubles psychiques peuvent souvent être, entre guillemets, masqués par une déclaration ou un diagnostic de burn-out. C'est-à-dire que le burn-out peut être considéré, alors je parle avec beaucoup de guillemets, comme plus socialement acceptable que d'évoquer vis-à-vis de son employeur, par exemple, un trouble psychique de type dépression, bipolarité ou schizophrénie. Donc on suppose qu'un certain nombre de personnes qui ont déclaré un burn-out, en fait, de manière sous-jacente, plus ou moins claire, souffrent d'un trouble psychique. Ensuite, le burn-out peut lui-même être un déclencheur de troubles psychiques. C'est-à-dire qu'une personne qui s'est surinvestie dans son travail, qui a eu des responsabilités, peut, à cause d'une fatigue excessive, à cause d'un stress, arriver à ce qu'on appelle la décompensation, c'est-à-dire la révélation d'un trouble psychique latent. Inversement, un trouble psychique qui n'est pas visible dans le cadre professionnel, parce qu'il est bien compensé, parce que la personne est stabilisée, comme on dit, peut conduire à un burn-out si la personne s'est évidemment surinvestie et n'a pas su maîtriser son investissement professionnel. On peut penser par exemple aux troubles bipolaires dans leur phase maniaque, leur phase très dynamique, très positive, qui peut conduire à un surinvestissement professionnel. Donc vous voyez que les deux notions ne sont pas équivalentes, mais elles peuvent être tout à fait liées. Un autre élément que nous souhaiterions aborder aujourd'hui avec vous, c'est deux choses. La première, c'est le fait que l'an dernier, au mois de novembre, à l'occasion de la SEPH, la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, a eu lieu une manifestation sur la santé mentale sur le parvis de Montparnasse pendant 3 jours, et qu'à cette occasion a été proposée à des entreprises une charte santé mentale au travail. 170 entreprises l'ont signée à cette occasion, grâce à l'action de l'Alliance santé mentale, dont fait partie l'UNAFAM, qui a été créée, cette alliance, à l'occasion de la grande cause santé mentale décrétée par Michel Barnier l'an dernier et prorogée de manière fort heureuse cette année. Il nous semble qu'il serait intéressant que cette charte, qui n'est pas très engageante pour les entreprises, puisqu'elle repose sur 4 principes, avec des engagements mais non chiffrés, par contre, s'engager à faire de la sensibilisation, s'engager à écouter, s'engager à accompagner sur 3 ans, pourrait être très largement promu auprès des différents réseaux d'entreprises, de manière à diffuser la culture de la prévention et de l'accompagnement sur la santé mentale et donc sur le burn-out également dans notre esprit d'ici la fin de l'année, puisque à la fin de cette année, la grande cause santé mentale aura cessé ses effets. Par ailleurs, il a été évoqué tout à l'heure, 2 secondes, excusez-moi, il a été évoqué tout à l'heure la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. C'est un vrai sujet. Actuellement, les troubles psychiques et le burn-out en particulier sont hors tableau, effectivement. Pour qu'un conseil médical reconnaisse cette maladie, enfin le burn-out comme une maladie professionnelle, il faut un taux d'IPP de 25%, ce qui est beaucoup trop élevé puisque ça correspond très souvent à une incapacité totale
de se rendre même à son travail. Donc il nous semble qu'il y aurait un examen à faire de ce taux qui, selon le type de trouble, pourrait être modulé à la baisse, évidemment, selon qu'on est sur un burn-out léger, excusez-moi pour l'expression, ou sur un trouble psychique avéré et grave. Puisque aujourd'hui, et en particulier bizarrement dans la fonction publique, il est beaucoup plus difficile de faire reconnaître une affection de type burn-out ou trouble psychique que dans le privé, où c'est déjà pas facile. Donc il y a aussi à, je pense, moduler, revoir, revoir le tableau des maladies professionnelles reconnues et redéfinir l'accident du travail pour le privé ou l'accident dit de service pour le secteur public, en écrivant clairement qu'un choc émotionnel peut être reconnu comme accident, même s'il n'entraîne pas de lésion physique, puisque souvent, ce qui est opposé aux demandeurs, c'est l'absence de lésion physique, ce qui est tout à fait dommageable. Voilà, on a dépassé légèrement notre temps de parole. Très bien, je vous remercie, Madame la rapporteure. Oui, je vais faire assez rapidement et je m'excuse, j'avais noté 14h30, démarrage de nos travaux, donc j'ai fait perdre du temps à tout le monde, donc je vais aller assez vite. Merci beaucoup de votre présence. Vous l'avez dit vous-même, grande cause, la santé mentale depuis maintenant 2 ans. Il était donc normal qu'on s'y intéresse et qu'on s'y intéresse à travers effectivement les souffrances psychiques au travail en ce qui concerne le travail que nous menons. On souhaitait effectivement entendre les différentes associations qui œuvrent sur le terrain. Il fallait faire une sélection. Merci à chacun d'être là. Petites et grosses associations, anciennes et plus récentes, pour pouvoir mieux, parce que c'est ce qu'on cherche à faire, de mieux mesurer le système. Et on a l'impression qu'il intervient souvent trop tard. Et pourquoi il intervient trop tard? Et du coup, identifier les leviers à travers vos remarques les plus utiles à la prévention précoce. Dans mes constats ou dans ce que je vous renvoie, ça fait partie de questions, effectivement, qui vont venir. Permet d'élargir aussi le sujet avec vos interventions dans un parcours plus global et d'identifier effectivement les moments de rupture. Nous dire aussi ce que vous pensez de l'accompagnement du retour à l'emploi, parce que c'est une vraie préoccupation que nous avons et vous l'avez abordé. Et de pouvoir identifier effectivement les maillons principaux à réformer. Donc moi j'ai envie de vous dire, vous poser quelques questions. D'abord sur la charte santé mentale au travail que vous avez évoquée. Est-ce que vous sentez, même si ici vous êtes la parole des victimes, est-ce que vous sentez un vrai engagement, une vraie volonté des entreprises depuis que vous êtes installés ou que vous travaillez aux côtés de victimes de souffrance au travail? Vous avez aussi évoqué, et c'est intéressant, et vous l'avez, je crois que c'est vous, juste sur la formation des managers ou la formation des cadres qui peuvent effectivement être peut-être remis en cause. On l'a évoqué plusieurs fois. Peut-être revenir sur ce sujet. Vous avez parlé du parcours, les parcours qui doivent être financés. Comment vous voyez le financement de ces parcours? À travers quoi? De nombreux outils existent. Nous avons des préconisations à faire quand on aura fini nos auditions d'ici le mois de juin. Vous voyez bien que ce que vous nous dites est important en la matière et notamment effectivement ce point d'horizon donné et ce travail que vous faites aussi sur il y a une autre vie après l'emploi que vous avez eu et cette autre vie, comment nous l'accompagnons avec les dispositifs existants ou avec de nouveaux dispositifs. Vous êtes les seuls à avoir évoqué la fonction publique. Ça m'intéressait parce que c'est beaucoup plus difficile, effectivement, ce sujet dans la fonction publique, me semble-t-il, pour avoir été ministre de la fonction publique, me semble-t-il, et pas avoir réussi à faire bouger grand-chose en la matière, semble-t-il, est une question sur laquelle il faut revenir et peut-être prendre exemple sur la manière dont le privé a pris en charge ces difficultés et ces affections, parce que
faut qu'on redéfinisse effectivement l'ensemble de nos mots sur ces questions. Vous avez évoqué aussi tous les dégâts collatéraux et comment on peut prévoir effectivement un accompagnement plus large en la matière également. Et puis, vous avez terminé sur comment on peut moduler ce 25%, ce taux reconnu, comment on facilite peut-être aussi ce parcours du combattant pour y arriver. Vous avez parlé de juristes, c'est pas à la portée de tout le monde. Et donc, à travers tout ce que je vous ai dit, voilà, vous répondez comme vous voulez. Et puis, la question aussi, du coup, du manque de professionnels et notamment, sans doute, de médecins du travail sur l'ensemble des territoires. Je ne vous parlerai pas plus particulièrement ou pas de questions plus particulières sur l'outre-mer, mais la situation est largement plus complexe encore en outre-mer. On manque d'acteurs. Merci pour le travail que vous faites et merci de compléter avec les éléments que vous aurez à partir des quelques remarques que j'ai pu faire. Vous attirez l'attention sur le fait, vous parlez des médecins du travail, ça fait écho puisque nous, dans notre association, nous avons dans notre équipe pluridisciplinaire des médecins du travail, nous avons une convention avec la médecine du travail, enfin pas que la médecine du travail de Nice, mais d'autres médecines du travail aussi, parce qu'on travaille ensemble. Ils travaillent sur la prévention, c'est les premiers préventeurs, donc il ne faut pas qu'ils se découragent. Ensuite, à l'université de Nice Côte d'Azur, nous avons un médecin du travail qui est très efficace dans la détection du burn-out et qui en fait, si elle en juge, eh bien, elle met aussi la personne en un accident de service ou en maladie pro. Ça, c'est très important. Je pense qu'on a, de toutes ces années, depuis ces 11 années, on a construit ça, on a construit vraiment une équipe forte. Tout à l'heure, j'ai pas tout dit parce que des choses ont été dites, mais il est important je vois la CPAM, parfois nous subventionne et on prend des adhérents de la CPAM. Chez nous, on les reconstruit. Alors, je voudrais vous dire quand même qu'une reconstruction, c'est 18 mois au bas mot. Au bas mot. Hein. Et en revanche, le taux de 25%, je pense qu'il est nécessaire. Il ne faut pas le revoir à la baisse non plus, parce qu'il est nécessaire. Il y a des gens qui restent abîmés. Il faut savoir aussi qu'il y a des familles abîmées, parce qu'en fait, une personne qui se suicide, un papa qui est chargé de famille, eh bien, ça met la famille en péril. Donc, en fait, c'est pas rien un burn-out. Il n'y a pas qu'un burn-out, il y a des burn-out et des formes de burn-out. Donc, pour moi, c'est vraiment un danger. Mais c'est un danger. Les entreprises, à mon sens, ne font pas suffisamment, enfin, je dirais pas ne font pas suffisamment de prévention ou n'ont pas le temps de nous écouter. C'est pour cette raison que notre association a pris une adhésion à l'union patronale. Parce qu'en fait, il faut aussi que l'on travaille auprès des chefs d'entreprise qui, eux aussi, ont une charge mentale, qui, eux aussi, font aussi du burn-out, font un burn-out, et aussi, ça descend dans les équipes. Donc, quand les équipes sont pas bien, même avec un management, donc on a beaucoup élargi notre réseau. On travaille en réseau, et c'est très important. Très, 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 très important. Et malheureusement, on ne sauve pas toutes les vies, mais on en sauve quelques-unes. Monsieur Barré, vous vouliez intervenir après Monsieur Forget. Je suis avant Monsieur Forget ou après? Ok, merci. Alors, je vous remercie de nous accueillir aujourd'hui et je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors moi, je suis Andy Barré, je suis aussi avec Madame Briard à France Prévention. Et je suis aussi le responsable de la CGT de Rouen, qui me permet aussi de rencontrer pas mal de salariés qui subissent tous les méfaits du burn-out. Je crois qu'il faut qu'on s'interroge, c'est que quand il y a un plan social dans une entreprise, par exemple, souvent il y a un plan social par rapport à la compétitivité de l'entreprise. La compétitivité derrière, comment on peut l'obtenir sur les salariés qui restent. Donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet parce que non remplacement des départs, on a une multitude de tâches en plus à accomplir à son poste de travail.
Et tout de suite, on commence à plus pouvoir faire le boulot pour lequel on a signé un contrat de travail. Voilà. On remplace une partie, 20% du collègue qui est parti à côté. Le collègue reprend une autre partie, 20%. Et ça, je le vois, c'est un léger glissement au départ. Et on a aussi, par exemple, je vais vous prendre un cas concret que j'ai pu suivre. C'est une entreprise investie sur une machine. Voilà, la machine est neuve. On demande 2000 pièces à la journée aux salariés. Sauf que 20 ans après, on n'est plus à 2000 pièces, on est à 2200 pièces. Voilà, on a voulu augmenter la compétitivité et le rendement de la machine. Le salarié a pris aussi 20 ans, donc il a vieilli. La machine a pris 20 ans. L'investissement aussi dans le parc machine est moindre. La direction avait décidé de dire, voilà, on va moins investir dans le parc machine. Donc on se retrouve, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on va gagner le Paris-Dakar avec une 2 chevaux, par exemple? J'en suis pas convaincu autour de la table. C'est exactement ça, en fait. C'est que on pourrait se dire qu'avec les années, la machine va être moins performante. Le salarié peut l'être aussi, d'où son âge qui va aller vers un âge vieillissant. Et c'est des facteurs qui, pour moi, sont pas forcément pris en compte. La deuxième chose où je voulais amener un point de vigilance, c'est que je me rends compte que le salarié, généralement, le burn-out arrive plus vite chez un salarié en 3-8 qu'à la journée. Pourquoi ? Parce qu'à la journée, quand on est 8 heures sur son poste de travail, on peut encore se dire, pour faire sa production, je vais arriver un quart d'heure avant ou je vais finir une demi-heure après. Donc voilà, c'est un peu noyé dans la masse. Je dois travailler 8 heures, mais j'ai fait 8h45 ou 9 heures. Voilà, mais j'ai fait ma production. En 3-8, c'est pas possible parce qu'on a un salarié qui est avant. Alors, celui qui embauche du matin à 5 heures, il y a le salarié qui est nuit, donc on peut pas arriver avant. On ne peut pas faire plus parce qu'il y a le salarié d'après-midi qui va arriver posté à 13h. On a juste sa pause, en fait. Alors, on le voit souvent, c'est quand on commence à glisser dans le burn-out, c'est qu'on commence à avoir du temps de travail sur sa pause. Pour moi, dans l'industrie, c'est déjà le premier pas dans le burn-out et où on se dit, voilà, on va plus pouvoir bientôt faire son travail et bien faire son travail. Alors, c'est vraiment bien de parler du burn-out, mais c'est comment on peut l'éviter, le burn-out, en fait. Moi, je crois que c'est ça la véritable question. C'est comment on peut éviter d'arriver dans le burn-out. Je l'ai entendu tout à l'heure et je suis content parce que je dis, mais je pense qu'on devrait avoir un peu plus de prévention sur les managers et les responsables. Je pense que c'est pas assez suffisant. Je trouve aussi que l'écoute, enfin une réelle écoute et la prise en compte des salariés dès la première alerte au niveau de la direction. Voilà, je trouve que c'est beaucoup trop léger. Il y a beaucoup trop de laxisme au niveau des directions en disant bon c'est pas grave, on va s'adapter. À la limite, va voir le médecin du travail, une infirmière du travail. C'est généralement ça ce que dit une direction à ses salariés. C'est pas normal. On devrait tout de suite avoir une alerte et avoir une vigilance doublée. Et on a des secouristes au travail. Je pense que, alors je sais qu'il y a des choses qui se font, qu'il y a des formations, mais on devrait presque avoir une obligation au niveau des entreprises d'avoir des secouristes mentaux aussi. Voilà, avoir des collègues qui pourraient détecter tout de suite des facteurs chez un salarié en disant il change de comportement, il y a quelque chose qui ne va plus, il m'a alerté, et que la direction prenne vraiment conscience que quand le secouriste mental vient apporter un élément factuel, avoir une réelle prise en compte. Moi, je pense que des gens pourraient peut-être déjà éviter d'avoir des burn-out par la suite si on se mettait tous autour de la table. Mais généralement, alors pourquoi pas aussi, imaginez, mais quand une entreprise en France fait un plan de licenciement, je pense que l'État, à un moment, devra mettre aussi les moyens en disant, voilà, là, c'est des salariés, ceux qui vont rester, on devrait les regarder avec un peu plus d'attention parce qu'ils vont avoir plus de charges de travail, naturellement, pour maintenir la compétitivité. Moi, je crois que c'est déjà un premier facteur. Déjà, si on pouvait suivre un peu plus sérieusement les entreprises qui licencient en France, parce que la compétitivité va toujours avoir lieu pour l'entreprise, c'est normal, parce qu'il faut qu'elle puisse vivre, mais elle se fera sur le dos de ceux qui restent, en fait. Et je pense que là, on devrait avoir un gros point de vigilance dès qu'il y a des licenciements en masse dans des entreprises en France. Voilà, j'en ai fini et je vous remercie encore de l'intention que vous nous avez apportée aujourd'hui. Merci à vous. Monsieur Forger. Oui, je voulais revenir sur deux questions. La première sur les parcours de rétablissement et puis la deuxième sur le débat autour de la reconnaissance en maladie professionnelle. Donc sur la première, effectivement, on l'a souligné, on est plusieurs à l'avoir souligné, la reconstruction post-burn-out, pour les personnes, c'est une vraie errance, c'est une vraie solitude. Les personnes sont seules, ils sont seuls avant, ils sont seuls après, ils sont seuls tout le temps.
Et là, le rôle des associations, avec la mise en lien qui se fait, et notamment avec la connexion avec les pairs, elle est essentielle. Et nous, on le mesure vraiment sur le terrain. Il y a une plus-value, mais c'est énorme. Donc, bien sûr qu'il faut des experts sur le sujet. Et c'est pour ça que nous, on a essayé de construire un modèle alliant les deux. Moi, je suis psychologue du travail de formation et ma collègue a vécu un burn-out. Et donc, c'est comme ça qu'on essaie d'approcher cette question-là en hybridant un peu nos savoirs sur le sujet. Et donc, la personne est seule, elle doit construire son parcours toute seule, son parcours de soins, de rétablissement toute seule. Et imaginez dans la situation d'épuisement qui a été décrite sur le plan physiologique, neurologique, sur le plan psychique, sur le plan physique, c'est administratif, juridique, etc. C'est terrible. C'est terrible. Et ça rajoute de l'épuisement à l'épuisement. Donc, il faut absolument, comme certains pays scandinaves, vous allez me dire, les pays scandinaves, peut-être que c'est mal placé, mais bon, ils sont effectivement très en avance, et notamment, par exemple, l'exemple du Danemark, qui met en place des parcours comme ça sur 2 années, des parcours pluridisciplinaires, donc qui couvrent toutes ces disciplines que j'ai évoquées, en lien avec, au centre, le travail, bien sûr, en lien à voir en fonction de l'évolution du parcours avec l'employeur ou pas, parce que des fois, le lien avec l'employeur, il n'est pas souhaitable, des fois, il est souhaitable. C'est ce que tu soulignais tout à l'heure. Les personnes sont, quelque part, elles se sont beaucoup investies. C'est les combattants, comme on dit. Elles ont été jusqu'au bout, elles ont lutté avec beaucoup de déni, pas vu les signaux faibles, pas vu les signaux forts, et un jour, c'est l'effondrement. C'est l'effondrement et elles sont laissées complètement libres et elles errent. Donc, proposer des parcours pluridisciplinaires financés par les pouvoirs publics via les opérateurs de l'État, France Travail, etc. Et puis, les études l'ont montré, ça accélère le retour au travail. Donc, aujourd'hui, notre système finance beaucoup la réparation et beaucoup moins la prévention, et on met des milliers d'euros, voire des millions d'euros sur les indemnités journalières, des rentes, des pensions, etc. Peut-être qu'il faut revoir et encore une fois enrichir ce mot de prévention qui est super important pour justement intégrer des parcours pluridisciplinaires d'accompagnement, etc. Donc c'est ce qu'on essaie de faire à notre petite échelle au niveau de l'association, mais on n'a aucun financement. On a été voir l'ARS, 0. La CPM, 0. C'est pas la priorité, la santé mentale au travail. Donc, du coup, on fait avec les cotisations des adhérents, etc. Sur le deuxième point, sur la maladie professionnelle, effectivement, c'est une réparation symbolique et financière importante, mais c'est aussi une charge administrative importante. Et ça rajoute, encore une fois, une charge à l'épuisement. Et nous, on voit les personnes qui montent souvent avec l'aide d'un avocat, sinon c'est un peu compliqué, qui montent des dossiers de maladie pro. Elles sont dans des états encore plus, ça les fragilise encore plus. Donc, on est un peu plus nuancé en reprenant un petit peu ce que les spécialistes comme Marie Peuzé, que vous avez entendu il n'y a pas longtemps, évoquent sur ce sujet, et en questionnant les pouvoirs publics sur la reconnaissance en maladie professionnelle. Pourquoi on n'a pas la même approche que pour les maladies physiques avec les risques psychosociaux, ils sont connus. Le rapport Golac a mis en évidence, il y a un certain nombre d'années, des grandes classes de risques, etc. On pourrait très bien... Parce qu'aujourd'hui, la charge de la preuve, elle revient au salarié, qui est lui-même en grande difficulté et qui doit monter des dossiers de fou pour justement accompagner, pour arriver à souvent pas grand-chose, puisqu'il y a beaucoup de refus. Pour les maladies type risque amiante, TMS, etc., la charge de la preuve, elle revient à l'employeur. Voilà. Et c'est l'employeur qui doit montrer qu'il a bien fait les choses de telle manière à ce que ça ne se produise pas. Donc c'est plus le lien entre souffrance psychique et travail dès le médecin généraliste qui a du mal à indiquer sur le certificat médical initial le lien avec le travail. Nous, on le voit tous, on leur demande, la première question qu'on leur demande, c'est qu'a indiqué le médecin généraliste sur votre certificat médical initial? Parce que ça commence là, le processus. Et très souvent, c'est ce que tu disais, trouble anxio-dépressif. Aucun lien avec le travail. Je schématise un peu, mais très, 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 très souvent. Donc ça commence là, la reconnaissance,
Et le lien entre travail et souffrance psychique, ça commence dès là, et ça commence même avant. Ça commence bien sûr avant, ça commence dans l'entreprise. Bien sûr, meilleure formation des médecins du travail et des acteurs de santé, etc. Donc voilà, c'est plus ce lien-là et peut-être un mode d'appréhension différent. Merci. C'est dommage, on ne peut pas discuter plus longtemps, mais c'est peut-être aussi compliqué pour le médecin, dans un premier temps, de dire que c'est lié au travail. Je ne sais pas, hein, je me fais l'avocat du diable. Je me dis, non, il faut que je passe la parole aux autres, excusez-moi. Madame Galli. Oui, merci. Donc, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit et puis sur vos dernières paroles aussi. Oui, il peut être difficile, je pense, effectivement, pour les médecins de savoir si, de prime abord, c'est lié au travail ou non. Même si, en fait, on a quand même quelques outils diagnostiques pour évaluer le burn-out, c'est-à-dire l'état réel de la personne. Et je pense qu'en fait, le gros problème, c'est que les professionnels de santé ne sont pas formés à ça. C'est-à-dire que, voilà, pour moi déjà, dans les études de médecine, s'il y avait des modules d'enseignement obligatoires sur les spécificités de la santé au travail, on aurait déjà fait un grand pas aussi sur la manière de prendre en charge. Et donc, moi, j'enseigne, je suis en psychologie, donc spécialisée en psychologie du travail, mais de la même manière, je le vois, les personnes en fait en souffrance psychique, même quand c'est dû au travail, se tournent vers des psychiatres. On l'a dit, bon voilà, les psychiatres ne sont pas formés à ça, mais les psychologues cliniciens, la plupart du temps, non plus. Et en fait, on a besoin véritablement de professionnels qui comprennent les enjeux qui se jouent et qui sont très particuliers dans les situations de travail et dans les milieux professionnels. Et finalement, les professionnels, que ce soit du côté des médecins, les médecins du travail ou les psychologues du travail, sont finalement, à l'heure actuelle dans la société et dans la prise en charge des choses, mis dans une position qui fait qu'ils ne sont pas prescripteurs, ils ne font pas de suivi, ils sont là juste pour poser des diagnostics en fait sur l'état de la personne à un moment donné, mais ils ne prennent pas véritablement en charge et en soins. Alors même que ce sont ces personnes-là qui ont les connaissances pour ça. Et donc, je pense qu'il y a, alors pour le coup, ça ne sera pas du jour au lendemain, mais il y a une réflexion vraiment en profondeur à mener pour réformer ces formations aussi, et qu'elles répondent véritablement à l'enjeu sociétal qui se pose. Sur le deuxième point, qui est le côté réglementation, clairement, la réglementation, elle n'est pas à la hauteur du problème. Sinon, si la réglementation suffisait, on ne serait pas là aujourd'hui, je pense. Voilà, puisqu'il y a quand même des réglementations qui existent depuis déjà un certain temps. Ce n'est pas à la hauteur. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'obligation réelle. Bon, ok, il peut y avoir des choses et des engagements marqués sur un document unique, etc. On peut, mais je veux dire, alors même que le travail est normalisé à l'heure actuelle pour tout, que les entreprises doivent montrer patte blanche pour pratiquement toutes les procédures de l'entreprise quand elles veulent des certifications ISO, etc., voilà, pour soi-disant de la qualité, alors qu'on est plus sur du management qui souvent est quand même à l'origine aussi du burn-out de beaucoup d'individus à l'heure actuelle, avec justement cette normalisation du travail. Je trouve qu'il serait légitime en fait d'imposer aussi aux entreprises que, par exemple, tous les, 3, 4 ans, 5 ans, allez, 5 ans, ils soient obligés de faire un diagnostic RPS. Mais véritablement un diagnostic, pas dire on s'engage à faire telle et telle chose. Que des professionnels de la santé au travail, des personnes qui interviennent, telles que des ergonomes, des psychologues du travail, viennent faire un diagnostic dans l'entreprise et puis se dire, c'est bon, cette entreprise, au niveau des RPS, c'est sain et il n'y aura pas de souci. Et à l'heure actuelle, tous ces professionnels-là, ils interviennent dans les entreprises quand le mal est déjà fait. Quand la direction est saturée et qu'ils se disent « Waouh, en fait, là, on a trop de cas », ils font intervenir des professionnels. Mais en fait, c'est trop tard.
Parce qu'après, casser totalement une organisation du travail pour récupérer les choses, c'est hyper compliqué. Donc il faut intervenir en amont. De mon point de vue, la seule solution, c'est qu'il y ait cette obligation de diagnostic régulièrement et pour qu'on puisse mettre le doigt sur ce qui pose problème et agir de suite. Très bien. Madame, monsieur, oui, quand vous voulez. On va vous parler donc de la charte de santé mentale. Alors la charte de santé mentale, elle est très intéressante pour nous. Pourquoi ? Parce qu'elle part d'un principe. Ça, c'est un effet collatéral positif du Covid. Depuis la pandémie, on sait tous que nous avons une santé mentale. Donc une charte de la santé mentale au travail, c'est reconnaître que nous avons tous une santé mentale. Et c'est lutter contre la psychologisation des difficultés qui a été mentionnée par ailleurs, pour dire que c'est l'environnement. On peut créer un environnement favorable à une bonne santé mentale. Donc certes, cette charte ne comprend pas d'indicateurs, ne comprend pas de... il n'y a pas d'obligation financière, mais c'est un engagement qui nous semble pour nous très important. Un, on a tous une santé mentale, et deuxièmement, pour les aidants qui sont dans des situations familiales complexes, c'est important qu'il y ait une bonne santé, que l'environnement au travail par les managers et la direction soit le meilleur possible. Et pour les proches qui ont un handicap psychique, elles seront en bonne santé mentale au travail à 2 conditions. Qu'ils se signalent comme ayant une RQTH et donc ayant une maladie psychique chronique. Beaucoup ne le signalent pas car ils ont peur de perdre leur emploi. Et si on annonce qu'on fait une charte de santé mentale au travail, on va libérer la parole, cesser de stigmatiser. Donc nos proches pourront aller voir le référent handicap et demander, en accord avec le médecin du travail, un aménagement de leur poste. Et deuxièmement, cet aménagement de leur poste au travail, il pourra bien se produire grâce à un environnement au travail favorable pour tous. Nous, on dit toujours que c'est gagnant-gagnant. Si le référent handicap accompagne bien une personne qui a un handicap psychosocial, tout l'environnement au travail pour tous les employés du collectif de travail sera amélioré. Voilà. Oui, juste pour compléter, je voulais citer un certain nombre très rapidement, de dispositions qui existent déjà, mais qui conviendraient de renforcer. L'obligation pour toute entreprise ou employeur ayant plus de 250 salariés d'avoir un correspondant handicap ou un référent handicap. Elle est effective, simplement, de par mon expérience, très souvent, c'est une personne qui est désignée pour faire ça en plus de son travail. Donc elle aura au mieux 10% de son temps à consacrer aux problématiques de handicap, donc n'aura pas le temps de s'investir dans la mise en place d'actions, de détection, de formation, etc. Deuxièmement, il y a une formation qui s'appelle les PSSM, les premiers secours en santé mentale, qui a un certain succès, c'est sur 2 jours. Ça permet de détecter les signaux et de savoir comment réagir en cas de crise. Donc pour l'avoir faite moi-même, c'est bien, mais c'est vraiment pour gérer les crises, ce qui est déjà pas mal. Par contre, pour détecter au mieux les signaux faibles et savoir comment anticiper la crise, comment accompagner la personne vers... Alors, la méthode, ça s'appelle aérer. Et le R, c'est orienter vers un professionnel. Donc très bien. Mais néanmoins, je pense qu'elle devrait être élargie à un accompagnement pour le maintien en emploi, pour l'accompagnement du collègue, du salarié, pour qu'il évite justement d'en arriver à une crise ou une décompensation. Néanmoins, c'est une formation qui mérite d'être davantage développée. Ensuite, je voulais citer les pères aidants, ça a été évoqué. S'agissant de la santé mentale et des troubles psychiques et du burn-out, c'est vraiment très précieux parce qu'une personne qui souffre de ce genre de difficultés, si elle sait qu'elle a pas loin un collègue qui est officiellement désignée comme ayant déjà eu ce genre de difficultés, eh bien, elle sera plus encline à se confier à lui plutôt qu'à un responsable de service, même une DRH ou même un médecin du travail. Pour ce faire, il y a des DU un peu partout en France, des DU de formation de pères aidants. Simplement, ils ne sont pas gratuits. Ils sont entre 2 000 et 3 000 euros. Donc, tout le monde ne peut pas y accéder. Tout le monde n'a pas un CPF qui peut mobiliser. Tout le monde n'a pas les moyens.
d'accéder. Pour autant, c'est vraiment, je pense, une fonction d'avenir dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine du travail. Quatrièmement, il y a un dispositif qui s'appelle l'emploi accompagné, qui est réputé pour permettre l'accès à l'emploi de personnes handicapées, mais également le maintien en emploi. Et s'agissant des troubles psy et du burn-out, on a vu qu'un des enjeux, c'était le maintien, éviter la désinsertion professionnelle. Donc l'emploi accompagné se développe. Simplement, il a des limites en termes de budget, mais également en termes de coach, puisqu'on parle de job coach, de coach bien formé. Il y a des régions où il est difficile de trouver la structure qui a les bons coachs compétents. Néanmoins, ça reste un dispositif qui n'est pas très vieux, qui a 5 ans maximum, qui a fait ses preuves à l'étranger, qui commence à faire ses preuves en France et qu'il faudrait pouvoir développer davantage. Dernier point, il y a un dispositif qui a été mis en place par Pôle emploi qui s'appelle HandiMatch. HandiMatch, c'est le fait que des entreprises se déclarent officiellement favorables à recruter des personnes en situation de handicap. Il s'agirait que ça soit un peu plus développé. Ça permet à des personnes demandeuses d'emploi d'afficher sur leur CV qu'elles ont un handicap, voire une RQTH, sans risquer d'être tout de suite, que leur CV aille tout de suite à la corbeille. Donc c'est un dispositif qui mériterait d'être développé. Je voudrais également rebondir sur les axes qu'on pourrait imaginer pour une prévention réelle du burn-out. Donc j'en ai indiqué un certain nombre, et je ne prétends pas qu'ils sont exhaustifs, mais le premier axe, ça serait la régulation de la charge de travail, comme disait M. Barré, c'est-à-dire qu'à un moment, les personnes sont surinvesties dans leur travail, ou alors elles sont contraintes d'être surinvesties par la productivité attendue sur leur poste. Et il faut que l'employeur arrête de demander plus avec moins, évidemment, mais également qu'il y ait des alertes qui soient mises en place, par exemple via des points hebdomadaires avec le chef de service, le contremaître, enfin ça dépend de l'organisation. Dès qu'un salarié ne parvient plus à remplir les tâches attendues, c'est qu'il y a un signal, a priori il veut bien faire, s'il n'y arrive plus, c'est qu'il a peut-être un début de difficultés sérieuses. Ensuite, c'est le soutien managérial, évidemment, et ça vaut pour les troubles psychiques aussi bien que pour le burn-out. Quand nous, UNAFAM, faisons des sensibilisations, on vise avant tout les chefs de service. On vise les DRH, on vise les services ressources humaines et les correspondants handicap, mais on vise beaucoup les chefs de service. On a même édicté, avec l'aide du FIPHFP, si je me souviens bien, un guide à l'usage des chefs de service pour le ministère de l'Intérieur, voilà, pour vous donner une idée, parce que c'est par eux que ça va passer, ceux qui sont plus proches du terrain et qui voient au quotidien les salariés. Donc il faut les former à l'empathie, aux signaux faibles, pour repérer un changement de comportement, et il faut qu'il y ait également un droit à l'erreur. Aujourd'hui, en particulier avec le télétravail, il y a une distance qui s'est mise entre les collègues et avec la hiérarchie, qui fait qu'on est plus sur du process. Le process, a priori, n'autorise pas les écarts et les droits à l'erreur. Ensuite, l'autonomie et le pouvoir d'agir, le fait que le travail est de plus en plus normé. Dans l'industrie, c'est le cas depuis longtemps, mais ça commence à l'être sérieusement dans le secteur tertiaire, où les personnels commencent à avoir l'impression qu'ils sont des robots. Et ça engage, ça crée un des symptômes du burn-out, c'est-à-dire le désinvestissement, le retrait, et qui va conduire à une forme d'isolement social et professionnel. Donc, leur laisser aux salariés la possibilité d'organiser le travail. Alors, il y a quelques entreprises qu'on peut trouver, qui ont mis en place ce genre d'autonomie du collectif de travail. Je pense à Michelin, par exemple, qui a créé ce qu'on appelle des îlots. C'est un groupe d'ouvriers, de travailleurs qui peuvent s'organiser avec certaines limites sur l'organisation du travail, sur le temps de travail, etc. Il faut aussi expliquer le pourquoi des décisions. Souvent, les décisions tombent d'en haut, que ce soit dans le privé ou dans le public. Et le salarié, même le cadre, n'a pas son mot à dire et n'est plus qu'un exécutant. Enfin, il y a la culture de la reconnaissance, valoriser le travail invisible, valoriser l'assistance à des collègues, le fait de résoudre un sujet complexe en dehors de son strict travail tel qu'il est demandé, et
développer le feedback constructif, c'est-à-dire le fait de dire oui, le travail a été fait, bien fait. Et ça, c'est souvent un peu oublié, puisque la hiérarchie a tendance à considérer que ce qu'elle donne, qui est fait, c'est normal. Et il n'y a pas spécialement à avoir une reconnaissance pour ça. Merci beaucoup. Je suis désolée, je suis obligée d'être maître des horloges parce que nous avons une deuxième audition après. Pour les collègues. Je crois qu'on a une autre, ouais. Alors vraiment, mais c'est 1 minute chacun. Je suis désolée. Sur la question sur la formation des cadres, bon, j'en ai monté pas mal dans ma longue carrière RH. C'est vrai que schématiquement, elles sont trop théoriques et trop hors sol, trop désincarnées et pas suffisamment proches du travail réel, du travail vivant. Et une manière, on commence à l'expérimenter à notre niveau, une manière de s'en rapprocher du travail vivant et de pouvoir aider les cadres à mesurer ce qui se joue dans le travail sur le plan psychique, c'est effectivement d'introduire l'expérience sensible, c'est-à-dire par exemple, la pérédance via les témoignages dans des formations, d'arriver à trouver des articulations. On voit effectivement la portée du témoignage qui crée de l'émotion et qui crée des passerelles avec les managers. Alors, on en est au début, encore une fois, mais peut-être que c'est une modalité à explorer. Très bien. Vraiment, les 2 dernières minutes. Je vais faire très court. J'essaye, en tout cas. Voilà, ça, c'est ce que j'ai fait paraître il y a 10 ans, qui est un protocole de prévention. Et malheureusement, je me suis retrouvée en but du financement pour les rééditions, pour la diffusion. J'ai fait 50 dédicaces, je suis venue à l'Assemblée nationale, j'ai participé aux travaux du burn-out de la commission de l'époque. Et voilà, on a fait on s'est investi, et on fait de la prévention, on ne traite pas que le burn-out. Ensuite, j'ai relevé que les maladies psychologiques et psychiatriques neurologiques sont très différentes. C'est peut-être là qu'il y a quelque chose à chercher également. Neurologiquement, c'est physique, c'est détectable et c'est quantifiable. Et c'est déjà installé, mais souvent. Et puis, il y a des maladies qui se développent au niveau de la santé mentale à un certain stade, à l'âge, et aussi par des psychotropes, drogues, etc. La drogue, ça peut aussi être de l'alcool et de la cigarette. Ensuite, on a vraiment une évidence, c'est que quand vous n'avez plus d'essence dans votre voiture, vous ne la faites pas démarrer. L'épuisement, c'est exactement ça. Quand on arrive au burn-out, on en est là. Donc, ne demandez pas à cette personne d'aller chez le médecin. Elle y arrive. Et encore moins chez un avocat. Après, si une maladie n'est pas reconnue professionnelle, la démarche du salarié ne peut pas aller vers sa sauvegarde professionnelle. Et la dernière, c'est que le burn-out est malheureusement un sujet de conflit sur le terrain entre les employeurs et les employés. Et c'est quand même ce qui rebute la prévention. Juste, je me permets, on a renseigné votre questionnaire. Est-ce qu'on peut vous l'envoyer ? Alors, j'allais terminer là-dessus. Voilà. Tu veux conclure ? Voilà. Donc, moi, je vous remercie infiniment. Je pense qu'on aurait pu passer 1h30 de plus avec vous. Ouais, je suis désolée. Voilà. Ouais, je suis désolée. Bon. Voilà. Donc, on continue. Donc, on compte sur vos contributions. Moi, j'ai trouvé la séance très intéressante et je pense qu'elle va vraiment nourrir nos travaux de manière très concrète. À qui peut-on envoyer ?